Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler cyclisme, on va faire le bilan, le débrief global de toute cette période de Flandrienne parce que bon, bien entendu, on aurait dû avoir Paris-Roubaix ce dimanche, mais Paris-Roubaix n'a pas lieu, donc on se retrouve un petit peu orphelin de cette classique française, de ce monument, le seul monument français de la saison, il faut quand même le souligner également, ce qui aura lieu au mois d'octobre. Donc ça m'a permis de me dire, tiens, si en ce dimanche matin, je ne ferai pas un bilan des Flandriennes, même si cette vidéo pour vous ne sera pas dimanche, moi je l'enregistre, c'est 10h45, nous sommes le 11 avril, et normalement ça aurait dû être l'heure de départ, je pense, de Paris-Roubaix. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donc ça c'est très simple en cliquant sur le petit truc rouge en bas de la vidéo, ou même en bas de l'écran, là je crois, par là, ça doit être le petit logo pour s'abonner. N'hésitez pas également à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires pour dire si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, pour me dire également... deux fois répétition pour me dire, pour m'indiquer quel coureur vous avez apprécié, que ça soit du côté des Bleus ou du côté de vos top et flop pendant cette campagne flandrienne, donc qui a commencé lors du Het Nieuwsblad et qui s'est fini avec le Grand Prix, le Chez Drige, je sais jamais comment ça s'appelle, je vais vous redire ça en français, le Grand Prix de l'Escaut, voilà. Parce que moi j'ai toujours le nom en néerlandais, alors que je sais pas pourquoi, mais le nom en français me vient jamais. Donc voilà, on va faire le bilan de tout ça, et ça commence tout de suite avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, alors j'ai trouvé que les Français ont quand même plutôt été présents sur cette campagne de classique, et les équipes françaises ont quand même plutôt été aux avant-postes, on les a vus, ce qui est pas toujours le cas sur les classiques flandriennes, donc il faut le mettre en avant. Malgré tout, certains coureurs m'ont plutôt plu, d'autres m'ont un petit peu déçu. Et je vais commencer avec, je pense, le coureur qui a été le plus régulier aux avant-postes pendant ces classiques flandriennes. C'est Anthony Turgis, le coureur de la Total Direct Energy, qui a fait une très bonne campagne de classique. Il a fait beaucoup de top 10. Il y a une deuxième place à Kuurne-Bruxelles-Kuurne, il faut le souligner, mais régulièrement 8 ou 9 de toutes ces classiques françaises. Très bon résultat, malgré une équipe qui n'a pas été au niveau. Le recrutement de Boasson-Hagen, pour le moment, on ne voit pas l'impact supplémentaire. Niki Terpstra, je pense qu'à un moment, il faut arrêter la débâcle. Et puis, ça manque de coureurs un petit peu autour de lui. Même Damien Godin, Adrien Petit, on sait qu'ils sont limités dans les difficultés. Dans les monts flandriens, c'est des coureurs qui sont quand même très performants sur Paris-Roubaix, mais quasiment que sur Paris-Roubaix, ou sur les classiques plutôt plates, comme Nokere-Corse, où il a fait 4e Damien Godin. Sur les épreuves un peu plus vallonnées, leur gabarit ne leur permet pas de passer les bosses. Et c'est vrai qu'Anthony Turgis, il a manqué encore des éléments. Il faut renforcer cette équipe. Je ne sais pas si Boasson-Hagen était un mauvais choix, mais moi, de l'extérieur, je n'ai pas vu l'impact qu'il a eu dans le fonctionnement de l'équipe. Terpstra aussi, il faut très clairement le dire, ça fait depuis 2 ans qu'on essaie de comprendre à quoi sert Niki Terpstra chez Total Direct Energy, puisqu'il ne sert pas pour le train de Bonifacio, il ne sert pas plus pour Anthony Turgis. Et pour gagner des courses, parce qu'au départ il était quand même payé pour gagner des classiques, pas pour être équipier, hein. Vu son salaire, c'est un petit peu dommageable pour un coureur comme ça, et pour Jean-René Bernaudot, c'était pas forcément le meilleur choix de recrutement. Mais du côté d'Anthony Turgis, moi j'ai trouvé qu'il a été très régulier, qu'il a attaqué, et encore une fois, souvent il a été mis en difficulté parce que son équipe n'était pas au niveau. Il s'est retrouvé trop souvent seul dans les 60-70 derniers kilomètres de course. Et à Kuurne, par exemple, c'est l'une des rares courses où il n'est pas seul. Il y a une autre course aussi, je crois que c'est Gand, où il y a Dries Van Gestel qui est là pour l'aider un petit peu dans le final, mais c'est pas suffisant. Et Dries Van Gestel également, qui, lui, je trouve, a fait du bon travail chez Total Direct Energy. Mais très clairement pour Turgis, on a vu la confirmation de ce qu'on avait vu l'année dernière avec sa 4e place sur le Tour des Flandres. C'est un coureur de classique, maintenant on le sait. À lui d'avoir l'équipe autour de lui. Et ça sera le gros travail de Jean-René Bernaudot. En termes de stratégie, ils n'ont pas été mauvais, par contre.
avec Turgis. C'est vrai que quand il a attaqué, c'était le moment où il fallait attaquer. Il faut souligner ça, parce que je critique également souvent la stratégie directeur sportif de cette équipe. La stratégie n'a pas été mauvaise. Bon, ça aurait été mieux s'il y avait eu un autre podium sur une classique flandrienne. On continue avec Florian Sénéchal. Confirmation également de Florian Sénéchal, qui est maintenant un leader dans cette formation de Koenig Quick-Step, dans ce Wolfpack, ce qui n'est pas forcément le cas les années précédentes. Alors, même si c'est un coureur qui se met encore au service de l'équipe, mais chez de Koenig Quick-Step, même un Julien Alaphilippe peut se mettre au service de l'équipe. Mais aujourd'hui, ça fait partie des vrais leaders. Je pense qu'il est passé devant, par exemple, des coureurs comme Yves Lampart dans cette formation. Il a été très bon. Hein. Souvent, il a sauvé l'équipe au niveau des résultats. Du côté, par exemple, de Gand, il a souvent fait des top 10 cette saison Sénéchal. Dommage le Tour des Flandres où il a explosé. Il avait aussi, je pense que voilà, il a pas bien récupéré à ce moment-là au niveau du Tour des Flandres, mais il était plutôt très performant. Après, du côté de Sénéchal, on aimerait peut-être le voir prendre plus d'initiative au niveau des attaques. Je pense que c'est un coureur qui suit un peu trop, on va dire le peloton, qui est encore un peu trop attentiste. J'irais Florian Sénéchal, moi j'aimerais de temps en temps qu'il attaque un peu plus. Je pense qu'il en a les capacités en plus, très clairement. Il se retrouve un peu dans l'ombre de Kasper Asgreen aussi aujourd'hui, mais ça sera peut-être un avantage pour la prochaine campagne flandrienne de ne pas avoir la pancarte. Alors Kasper Asgreen, maintenant, il va avoir la pancarte. Quand tu remportes le Tour des Flandres, on te suit. Donc c'est vrai que du côté de Sénéchal, bon, il y a un vrai gain, il y a une vraie progression, je trouve, pour le coureur français. Et ça, c'est très intéressant au niveau de la hiérarchie, au niveau de plein de choses. C'est vrai que moi je l'ai connu à la Cofidis où on l'avait repéré sur un Paris-Roubaix. Où il avait fait premier français d'un Paris-Roubaix en ayant une équipe, à l'époque la Cofidis, c'était vraiment une équipe en grande difficulté. Quand il a rejoint De Koenig, au départ il s'est mué en tant qu'équipier. C'était souvent le premier étage plutôt de la fusée de Koenig. Et puis au fur et à mesure, il a pris de l'importance et aujourd'hui je trouve que c'est l'un des leaders de cette équipe flandrienne. Dommage qu'en termes de résultats, ça ne soit pas converti, mais il a fait aussi un gros travail au Grand Prix de l'Escaut pour emmener le sprint à Cavendish. C'est un petit peu pas la bonne solution, mais il a fait un gros travail très régulièrement. Dommage qu'il soit un peu trop attentiste, qu'il ne lance pas des mouvements de course comme peut le faire Julien Alaphilippe ou d'autres coureurs de cette formation. On continue avec Christophe Laporte, le coureur de la Cofidis. Christophe Laporte qui... a fait une bonne campagne de classique dans une équipe Cofidis qui a essayé de l'accompagner du mieux possible, mais avec une équipe qui est quand même assez faible cette année sur ce genre de course. C'est vrai que si vous enlevez Yele Wallace, il n'y a personne d'autre quasiment chez Cofidis. C'est assez faible. Il a quand même fait le boulot, il faut le souligner. Très bon travail de la part de Laporte. Très belle deuxième place à travers les Flandres, mais qui confirme en fait tout ce qu'on a vu depuis le début de saison, depuis le début de saison de Christophe Laporte, c'est-à-dire sa victoire sur l'étoile de Bessèges, des bons résultats assez régulièrement depuis le début de saison. Christophe Laporte est de retour. Voilà. Il a eu une saison 2020 qui n'était pas si facile que ça, même si j'avais dit que la seule fois où on lui avait donné les clés du camion sur le Tour de France, il avait fait 4e, ce qu'il fallait quand même pas négliger, sur une étape où il y avait en plus eu énormément de coups de bordure. Aujourd'hui, Christophe Laporte, c'est un très bon coureur. Je comprends pas trop pourquoi on le sous-estime, que ce soit dans sa formation, quelquefois, on le met en retrait d'Elia Viviani, alors pour moi il devrait avoir la même importance qu'Elia Viviani dans l'effectif, et même au niveau des suiveurs, qui le regarde un petit peu comme un numéro 4, un numéro 5 au niveau du sprint français. C'est un très bon coureur de classique, c'est un très bon sprinter, c'est un bon rouleur également. Alors, bon, au niveau national, mais ça sert toujours dans ce genre de course, dans les classiques belges. Il a la caisse aujourd'hui pour supporter 220 km assez facilement. Sur 250, j'ai peut-être un peu plus de réserve. Mais voilà, il a fait sa campagne de classique, il a été plutôt performant. Aujourd'hui, il faut compter sur Christophe Laporte. Une équipe
Plus ou moins, c'est AG2R. AG2R Citroën, qui avait misé énormément sur cette campagne de classique, avec Oliver Nesson, le recrutement de Greg Van Avermaet, également Michael Scher, qui a rejoint cette équipe. Mi-figue, mi-raisin, il y a la 3e place de Greg Van Avermaet, il y a également une 7e place, je crois, à travers les Flandres de tête. Il y a également des résultats beaucoup moins importants, beaucoup moins intéressants. Il manque la gagne, et c'est ce qu'on attendait de cette équipe, d'aller chercher la gagne. Ils ont souvent roulé à contre-temps. On les a souvent vus à G2R, mais rarement dans le bon timing. Je pense que c'est à la fois au niveau de l'équipe, au niveau des directeurs sportifs et autres, au niveau aussi peut-être de la cohésion d'équipe, qui n'est pas encore parfaite. C'est vrai que Van Avermaet, par exemple, parle pas hyper bien français, du souvenir que j'ai. Donc, par rapport à Oliver Nesson, qui est en plus bruxellois, donc Nesson il maîtrise le flamand et le wallon, donc c'est un avantage. Mais voilà, ça a été peut-être un peu le souci, des problèmes de communication peut-être à certains moments. Sur Gand, ils se font complètement battre et ils n'arrivent jamais à revenir. Et sur d'autres classiques, voilà, où ils ne sont pas dans le bon timing, c'est dommageable. Les Grands Prix d'ouverture avaient été compliqués. La deuxième session de classique flandrienne a été quand même bien meilleure. C'est pour ça que je mets plus-moins et pas en flop pour cette équipe. Par contre, flop pour moi, c'est la Groupama FDJ, qu'on a très peu vu, voire quasiment pas vu. On a vu un peu Kung, par exemple, sur Gand, où il est dans le groupe de tête, mais au final, il n'arrive pas à faire un grand résultat. Il finit, je crois, 6e, ce qui n'est pas si incroyable que ça, surtout au niveau des attentes de Stephen Kung. Souvent en difficulté, Kung. Au-delà de 200 km de course, on l'a souvent vu vraiment en train d'exploser complètement. Et puis après, on a misé sur Arnaud Démare, sauf que pour moi, Arnaud Démare, ce n'est plus un coureur de classique. Et puis qu'Arnaud Démare, depuis le début de saison, c'est pas incroyable. Le fait d'avoir gagné autant d'étapes sur le Giro, il a fait une très grande saison l'année dernière. Il a fini tard. Pas facile de reprendre derrière en mars. Et on sent que les jambes sont pas exceptionnelles pour le moment, que ce soit sur Paris-Nice, mais également sur les quelques classiques auxquels il a participé. Mais de toute manière, Arnaud Démare, je pense qu'il ne faut plus compter sur lui au niveau des classiques. C'est un sprinter de grand tour aujourd'hui qui veut aller chercher des maillots verts. C'est peut-être plus forcément compatible avec les classiques au niveau de sa saison. Et là, ça a été, je pense, ça a été le signe sur ces courses-là que ce n'était plus le cas. Et puis, si t'enlèves Stephen Kung, il y a eu Kevin Geniez, qui a plutôt été intéressant. Mais t'enlèves ces deux coureurs-là, au niveau de la Groupama FDJ, ils ont souvent été lâchés extrêmement tôt. C'est un petit peu dommageable, parce que c'est une équipe qui a dans son ADN les classiques flandriennes depuis toujours. Pas comme si l'équipe était dirigée par Marc Madiot, 2 fois vainqueur de Paris-Roubaix, que leur première victoire importante à la Française des Jeux, ça a été Paris-Roubaix 97 avec Frédéric Guédon. L'ADN de cette équipe, ce sont les classiques pavés dans l'ADN de cette équipe. Et là, c'est frustrant que ça n'ait pas marché, c'est frustrant qu'ils n'aient pas été au niveau. On passe tout de suite aux coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Kasper Asgreen. Kasper Asgreen, le Danois, ça a été une très grande saison pour lui sur ses classiques flandriennes. Victoire sur le Grand Prix E3, victoire sur le Tour des Flandres. Je ne sais pas s'il les a cochés, mais c'est surprenant de voir comment, mais avec De Koninck sera dans les flops, je vous fais déjà un petit prologue, mais c'est étonnant comment Asgreen, à des moments, a été excellent, et à des moments, a été beaucoup plus en retrait. Alors je ne sais pas si c'était prévu, mais il a été très très fort. Les 2 courses qu'il remporte, il domine les 2 courses. Le GPE3, il a dominé complètement, que ce soit sur le Tour des Flandres ou face à Van Der Poel, il le bat au sprint. C'est presque une humiliation pour Mathieu Van Der Poel. Moi, je trouve que Kasper Asgreen a été très très bon, parce qu'il a joué avec ses qualités, c'est-à-dire ses qualités de rouleur, et puis qu'il a encore progressé sur les classiques. Il était déjà très bon en 2019, 2020 c'était pas mal.
2021, ça a été excellent. Aujourd'hui, ça fait partie des meilleurs coureurs. Je pense que ça a été le coureur le plus performant sur ces classiques, très clairement. Et en plus, il s'en est sorti malgré le fait que son équipe n'a pas été exceptionnelle. Alors sur le Grand Prix E3, non, De Koninck était très bon. Par contre, sur le Tour des Flandres, De Koninck n'a pas dominé la course. Et lui, il a fait le job. Il a fait un très très gros travail. Et je pense que c'était prévisible de ce que nous dit Alaphilippe, de ce que nous disent ses coéquipiers chez De Koninck. Tout le monde le voyait venir à l'intérieur de l'équipe, qu'il allait être très fort cette année, qu'il allait dominer les classiques flandriennes. Alors, on le dit toujours après coup, mais quand c'est en interne, on sait que ça a un peu plus de poids que quand c'est un suiveur un peu à la con. Du côté d'Asgreen, moi ce que j'ai aimé, c'est que il a été très très bon sur les pavés. Il a été très fort mentalement. Il savait qu'il était fort. Quand tu bats au sprint Van Der Poel, quand tu attends le sprint et la manière dont il a sprinté face à Van Der Poel, c'est-à-dire sortir 250 mètres, c'est que tu sais que tu es fort. Donc ça montre énormément d'intelligence, énormément de lucidité. Au GPE3, il nous a fait une masterclass. Il faut le dire. Il s'est jamais retrouvé en difficulté non plus. Une fois qu'il est sorti à l'avant, il s'est jamais retrouvé en difficulté, ce qui montre une bonne gestion de la course. C'est tout ce que j'apprécie. Et c'est tout ce qu'apprécient les directeurs sportifs. Je pense que la Asgreen, peut-être que son salaire est à 40 000 euros, 30 000, 40 000 euros. Bon, voilà, je pense qu'il va facilement doubler son salaire désormais. Que ça soit chez De Koninck ou dans d'autres équipes. Parce que forcément, on va vouloir le prendre dans d'autres formations. Il vient d'entrer dans la cour des grands, très clairement, Kasper Asgreen. Maintenant, il fait partie des top coureurs du cyclisme. Et la performance de Kasper Asgreen, ça montre comment le cyclisme danois a travaillé sur les 10 dernières années de manière excellente. Le titre de champion du monde de Mats Pedersen, les victoires de Kasper Asgreen, les victoires de Mats Pedersen également, Michael Valgren, tous ces coureurs-là montrent que le Danemark, sur les 10 ans, a très bien travaillé pour former ces jeunes coureurs et ensuite pour qu'ils s'épanouissent au haut niveau. Contrairement par exemple à la vidéo que j'ai fait sur Romain Sicard, où nous on a été en difficulté parfois pour que les Français arrivent au haut niveau, entre espoirs et élite. Chez les Danois, tous les coureurs qui étaient performants chez les espoirs sont quasiment tous performants chez les coureurs, chez les élites. Ils font une très bonne carrière. Et il y a encore d'autres coureurs. Vingegaard, par exemple, chez Jumbo, arrive chez les Danois. C'est très fort de la part de cette équipe, enfin de cette nation, qui je crois est la deuxième nation en termes de victoire du côté du C. Pour un petit pays, parce que le Danemark c'est un petit pays sur la carte, c'est vraiment très fort. Et il faut également le souligner que la belle performance de Asgreen, c'est également quelque chose de général au niveau du Danemark. Je passe au deuxième coureur au top, c'est Wout van Aert, le coureur belge. C'est le seul de la triplette magique dont je vais parler. J'ai pas parlé d'Alaphilippe du côté des Bleus, que j'ai trouvé moins performant que l'année dernière. Certainement du côté d'Alaphilippe, fatigué par sa campagne de classique italienne. Peut-être un peu trop de courses en début de saison pour Julien Alaphilippe. Van Der Poel, je pense qu'il lui a manqué les jours de course de l'UAE Tour, à l'inverse. Le fait qu'il ait été dans une équipe qui a été qu'à Covid, donc il ait fait 15 jours de course à l'UAE Tour au lieu de 7 ou 8, ça a forcément chamboulé sa préparation et ralenti et provoqué des problèmes. Van Der Poel, il n'a pas fait une mauvaise campagne de classique, mais elle est un petit peu décevante. Mais il n'est pas dans les flops non plus. Voyez. Wout van Aert, pourquoi ? Parce qu'il gagne le GPE3. Et que pour moi, Wout van Aert, c'était pas le plus fort. Même au GPE3, c'était pas le plus fort. Mais il a été intelligent. Il a été très intelligent. Dans sa gestion également de sa saison, il a été intelligent, je trouve. Plus intelligent que Van Der Poel, qui je pense en a un peu trop fait peut-être aussi sur la campagne de cyclocross. Et forcément, ça a des répercussions à partir de début avril, fin mars, début avril, parce qu'on commence à avoir enchaîné pas mal de jours de course et un gros cycle de travail.
si on parle en cycle de travail. Mais du côté de Wout van Aert, moi j'ai trouvé qu'il y a eu des choses très intéressantes sur le GPE3. Il fait un gros travail aussi avec une bonne équipe. Il n'avait pas l'équipe la plus forte, mais il s'est bien servi de son équipe. Il n'avait pas les meilleures jambes, mais quand il était à l'avant, il a concrétisé. Il n'a pas été à l'avant régulièrement, Wout van Aert, mais il a plutôt bien concrétisé. Le Tour des Flandres, il a été en dessous, mais sur le Tour des Flandres, on ne le sentait pas déjà chercher la gagne. Parce qu'il n'avait pas non plus fait la différence lors de Gand-Wevelgem. Mais la manière dont il a gagné Gand-Wevelgem, moi, m'a rassuré un petit peu sur Van Aert et montre que c'est un coureur qui est intelligent. Et puis Van Aert, il y a aussi des objectifs plus tard dans la saison. Peut-être pour aider aussi Primož Roglič sur le Tour de France. Donc foncièrement, peut-être que sur la fin de la période classique, il n'était pas aussi présent que d'autres coureurs. Et c'est voilà, parce que lui, c'est pas le leader de sa formation. C'est le leader sur la classique flandrienne, mais c'est pas le leader toute l'année. Alors que Alaphilippe ou Van Der Poel sont quand même beaucoup plus des leaders sur le reste de la saison de la De Koninck. C'est rare quand Alaphilippe joue le rôle d'équipier sur un grand tour. Donc voilà, il fallait le souligner pour Van Aert. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Et puis Van Baarle, parce qu'il a été un peu comme Turgis, très régulier. Alors lui, en plus de Turgis, il y a la gagne, mais sur toutes les classiques flandriennes auxquelles il a participé, tout le temps top 10 du côté de Van Baarle. Alors que pourtant, il y avait une sorte d'adversité avec Thomas Pidcock, que tout le monde voit comme la future pépite du cycliste. Mais c'est là où il faut bien voir mes propos. La future pépite du cyclisme. C'est pas encore le présent Pidcock. Van Baarle, il a été très bon. Oh, la masterclass sur À travers les Flandres, où il a réussi à partir de loin et ce que tout le monde se fasse avoir, mais il a été bon sur les autres courses également. Encore une fois, il a l'avantage d'être un coureur complet, mais également le désavantage de ne pas être forcément le meilleur dans chaque domaine. Et du côté de Van Baarle, le fait d'être complet, ça lui a servi à travers les Flandres, également sur le Tour des Flandres. C'était pas le meilleur, mais il a fait une très bonne saison de classique. Et il apporte une victoire à Ineos sur les classiques flandriennes, ce qui je crois n'était pas arrivé depuis très longtemps. Moi je me souviens de Jan Stannard, je sais même plus, c'était sur Kuurne je crois Jan Stannard, mais ça faisait depuis très longtemps que l'équipe Ineos n'avait pas gagné une classique flandrienne, et même une classique d'un jour. Il faut quand même le dire que c'est pas forcément leur domaine de prédilection à Ineos. Et voilà, il a réussi à inverser cette tendance. Voilà, bon boulot. En plus, c'est rarement facile sur les classiques flandriennes pour Ineos parce que c'est un peu considéré comme inférieur aux autres objectifs de la saison. Ça ne fait pas partie des grands objectifs de la saison chez Ineos d'être performant sur les classiques flandriennes ou même sur les classiques ardennaises. Ça n'a jamais été leur priorité du côté d'Ineos. Donc on ne met pas toujours les moyens, peut-être également au niveau matériel, du côté de chez Ineos, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de travail et moins de stages d'effectuer sur les classiques flandriennes. Les équipes sont peut-être aussi moins solides. Souvent, on ramène des éléments qui ne sont pas forcément excellents. Et là, je trouve qu'il a été très bon en se démerdant souvent seul, parce que Pidcock a souvent craqué assez loin de l'arrivée. En même temps, il est encore très jeune, Pidcock, première saison professionnelle. Du côté de Van Baarle, il a été solide. Sur le Tour des Flandres, c'est un peu comme Greg Van Avermaet, il s'est accroché, parce qu'il était vraiment dans le dur. Et moi, je voulais souligner la belle performance de Dylan Van Baarle. Allez, on passe tout de suite au flop. Du côté des flops, je vais commencer avec Garcia Cortina. On attendait beaucoup mieux d'Ivan Garcia Cortina, qui n'a pas été au niveau. Pour moi, la Movistar l'a recruté pour être leader sur ces classiques flandriennes. J'ai pas vu un leader avec Ivan Garcia Cortina. Peut-être sur À travers les Flandres. Allez, je dirais peut-être sur À travers les Flandres, mais sur les autres compétitions, Garcia Cortina, il a été soit lâché, soit hors du coup. Et c'est un peu le cas depuis le début de saison. Moi, je n'ai pas vu du grand Garcia Cortina depuis le début de saison. Alors, est-ce que c'est le passage, l'arrivée chez Movistar, le fait
qui soit maintenant véritablement leader chez Movistar, ce qui n'était pas foncièrement le cas chez Bahreïn, où c'était un coureur protégé, mais pas forcément un total leader. Peut-être aussi une gestion de préparation qui n'a pas été excellente pour Garcia Cortina, le fait de changer d'équipe, peut-être qu'il s'est mis trop de pression, mais les résultats n'ont pas été bons pour le coureur espagnol, et il faudra faire beaucoup mieux sur les grands tours, parce qu'on attend quand même beaucoup de Garcia Cortina, au niveau par exemple d'un maillot vert, ou d'un maillot de meilleur sprinter, d'un classement par points sur ses prochains objectifs. Je continue avec la Deceuninck Quick-Step. Autant j'ai mis en top Asgreen, j'ai mis au top Sénéchal, autant le bilan global de l'équipe est quand même décevant. On a un Tour des Flandres, certes, on a un GPE 3, certes, le Het Nieuwsblad, mais Deceuninck Quick-Step, c'est quand même régulièrement planté sur les classiques. Le dernier exemple en date, le Grand Prix de l'Escaut, où on mise tout sur Cavendish, et pas sur Sam Bennett, ce qui je trouve est assez incroyable, et on se fait battre par un coureur qui était en infériorité numérique. Du côté de la Deceuninck Quick-Step, moi j'ai trouvé que au niveau stratégie, au niveau collectif, ils n'ont pas été au niveau. Yves Lampaert par exemple est un peu le symbole de cet échec. Yves Lampaert, on ne l'a pas vu de toute la campagne de classique. Il était là, pourtant, il était dans le starting list, mais on ne l'a pas vu. D'autres coureurs n'ont pas été à leur niveau. Alors certes, il y a des victoires, mais on aura quand même beaucoup de choses à débriefer sur la saison flandrienne de Deceuninck Quick-Step. Il y aura beaucoup de choses à analyser dans l'équipe, parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions. Kuurne-Bruxelles-Kuurne, où ils n'étaient vraiment pas là. Gand, où ils se font complètement avoir au niveau de leur stratégie de course, avec Sam Bennett qui n'est pas en forme. Enfin, il y a eu énormément de problèmes, je trouve, et là-dessus, il faudra progresser. Labora, je vais finir avec 3 équipes assez rapidement. Labora n'a pas été au niveau. Labora s'est retrouvé dans une situation où il n'y avait pas Peter Sagan, et Nils Politt est trop limité dans les monts flandriens. Voilà, c'est le sentiment que j'ai eu. Et puis que Nils Politt n'avait pas des très grandes jambes. C'est également une équipe qui est vieillissante sur les Flandriennes, avec Danielos, Burgaard, c'est des coureurs qui ont largement plus de 30 ans, même plus de 33-34 pour les 2 derniers cités. Et puis Peter Sagan, il n'a fait qu'une course. Peter Sagan a repris extrêmement tard. Il faut savoir que Peter Sagan a attrapé la Covid pendant l'intersaison. Et c'est encore quasiment une saison blanche pour Labora. Et au final, Labora, on résume, c'est que Ackermann et Sharman les résultats depuis le début de saison. Les autres coureurs sont quand même très décevants, que ça soit Patrick Conrad par exemple, que ça soit Nils Politt. Il n'y a pas eu de grands résultats dans cette formation. À travers les Flandres, ils sont... pas à travers les Flandres, mais sur le Tour des Flandres, ils sont complètement inexistants. Et sur d'autres classiques aussi, c'est pas normal pour une équipe comme Labora, avec les moyens de Labora. La Lotto, le néant. Alors, il faut savoir que la Lotto, je m'attendais pas à grand chose et j'ai quand même été déçu. C'est ça qui est très incroyable avec la Lotto Soudal. Là encore, tu t'aperçois que quand il n'y a pas Caleb Ewan, ils sont incapables de faire un résultat. Alors, Philippe Gilbert n'a pas été au niveau. Philippe Gilbert a indiqué qu'il avait une lassitude avec le monde du cyclisme. C'est un petit peu ce qu'il a indiqué dans son interview. Il a décidé de faire une pause un peu comme Tom Dumoulin. On s'aperçoit que ce genre d'événement arrive de plus en plus. Alors, je pense que la Covid n'est pas innocente dans ce genre de choix de carrière. Mais la Lotto de Gengolb, on ne l'a pas vu. Et puis c'est là où tu t'aperçois que dans cette formation, on est très jeune, ou très vieux, ou pas très bon. Il y a plein de soucis. Du côté de la Lotto, c'est vrai que l'effectif, de toute manière, ne rassurait pas. Il y avait soit Gilbert, soit de Gengolb. Aucun des deux n'a été au rendez-vous. Et j'ai envie de dire que de toute manière, chez la Lotto, je pense que cette année, il va pas falloir que Caleb Ewan se blesse. Et c'est un peu le cas depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'avant c'était Greppel, maintenant c'est Caleb Ewan.
mais on compte que sur ces coureurs-là, et c'est un petit peu dommageable. Et puis je termine avec QBK Assos. Là aussi, c'est un peu comme AG2R, mais en pire parce qu'il n'y a vraiment pas eu de grands résultats, souvent à contre-temps, souvent pas dans le bon timing. Alors il y a la place de Nizzolo sur Gand, mais comme Van Aert, il était en forme, mais en termes de stratégie, c'était une catastrophe. Et c'est pas la première fois que chez Dimension Data, ou maintenant QBK Assos, on a des coureurs qui sont performants au moment des classiques, on les voit à l'attaque, mais qu'au niveau stratégie, ce n'est pas bon. Alors, soit c'est les directeurs sportifs qui font changer, soit il faut acheter un cerveau au coureur, mais il y a un problème de ce côté-là, du côté de chez QBK Assos. J'espère que vous avez aimé ce grand bilan de plus de 30 minutes sur les classiques flandriennes. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao.